Oyez, oyez, inexorablement le temps poursuit sa course, nous entraînons avec lui vers notre avenir, laissant derrière nous notre passé et surtout nos différentes aspirations qui nous motivent. On espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à suivre cette émission. Bien bonsoir à vous, merci de regarder le Grand Talk. Et je commencerai les présentations des chroniqueurs, les meilleurs du monde, par ma droite ce soir. Et vous comprendrez pourquoi quand je serai à la fin des présentations. Il y a monsieur Alain Toussaint. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Ça va, tout va Merci. bien. La magnifique Isabelle Vauvor. Bonsoir Isabelle. Salut Brice, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Ah, Je vais super bien. Ah, là, je sais, il n'y avait pas le... Non, il n'y a pas ça. De temps en temps, c'est ça qui fait la beauté. Elle nous surprend toujours Isabelle. Et puis il y a Sa Majesté Daouda Coulibaly à ma Toujours gauche. à sa place, Bien sûr. toujours bien mis. Oui. Voilà. Majesté sans couronne. Ben, vous ne devez pas parler, c'est la Voilà, c'est la règle, bien. c'est la règle, Tant c'est la règle. qu'on n'a pas encore dit votre nom, monsieur Voilà, Élisée, pas la parole. vous n'avez pas le droit de prendre la parole Voilà. pendant qu'un autre chroniqueur parle et Brice a la parole. Merci. Actuellement, c'est moi qui ai la parole. Voilà. Non Merci mais Daouda. Daouda aujourd'hui c'est un jour spécial. Hein. Je dis ça, On je peut, dis rien. on peut lui pardonner ça parce que, mesdames et messieurs, ce soir, sur ce plateau, c'est l'anniversaire de monsieur Élisée Boulogba. Joyeux anniversaire! Voilà, vous Joyeux avez anniversaire! droit à un anniversaire de HEC. Merci beaucoup, merci. Élisée Vraiment, Boulogba, merci à au tout le nom monde. de toute l'équipe de production, de tous vos collègues chroniqueurs et animateurs, on a tous envie de vous dire deux choses. On a envie de vous dire bravo. Bravo pour votre constance. Bravo pour votre pertinence, bravo pour votre sérieux, bravo pour l'amour que vous avez pour votre travail et pour les autres. Et on a aussi envie de vous dire merci. Merci Élisée. Merci infiniment. Il y a un mot qui n'a pas été dit. Dites Daouda. Merci d'être toujours le premier de la classe. En tout cas, je tenais aussi à vous dire infiniment merci, vraiment pour ces mots qui ont été très bien choisis et qui me vont tout droit au cœur. Je voudrais profiter de l'opportunité, vous dire merci, mais merci à tous les téléspectateurs, à tous ceux-là qui chaque jour, par des coups de fil, par des messages, par des appels, viennent vraiment nous encourager. Merci infiniment. Et puis, notre prière à tous, que Dieu nous donne très longue vie et qu'on puisse aussi un jour raconter ces moments de télévision-là à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Merci. Ah, d'accord, ok. On avait l'impression que c'était une chronique, c'est ça. Il est premier dans tout. On savait que tu donnais la parole à Élisée. Eh bien, on aurait trouvé un petit moment solennel comme ça. Mais bon, il parle avec son cœur, Élisée. Et c'est ça, Élisée Boulogba. Merci beaucoup. Mes amis, on va évoquer notre premier point. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra donc, a présidé une série de réunions de travail avec les principaux acteurs du secteur privé ivoirien. C'était le mardi 13 juin dernier, donc à son cabinet au plateau. D'abord avec les grandes entreprises CGECI, GECI, ensuite avec les responsables des PMEP, des chambres consulaires et des grandes distributions. Ces différentes rencontres sont consécutives au récent ajustement de 15% des tarifs de l'électricité. On va parler de ces ajustements qui font, en tout cas qui sont diversement interprétés, mon cher Daouda. Mais effectivement, vous vous rappelez la semaine dernière, sur ce même plateau, on parlait de l'ajustement qui allait faire au niveau de l'électricité. Et surtout les conséquences. Voilà, de ces ajustements-là d'autant sur- plus que pour ceux qui sont à un certain nombre d'ampérages, il allait avoir une augmentation de l'électricité pour autour de 300 000 ou 400 000 habitants. On parle de 89% qui étaient épargnés par cette augmentation-là. Je suis très heureux de savoir que je ne fais pas partie des 80%. Voilà, et moi aussi, j'en fais ça, pas ça me partie. fait peur. Ouais, quand même. Voilà, moi-même, j'en fais pas partie parce que je suis à 10 ampères. Maintenant, si tu te rappelles bien, les alarmistes parlaient déjà de l'augmentation du coût de la vie, des autres et autres. Mais Dieu merci, j'avais dit sur ce plateau-là encore que je pense bien que ce gouvernement est assez responsable. Même quand ils vont augmenter, ils vont forcément juger l'impact de cette décision sur la vie de tous les gens. Finalement, on se rend compte que c'est ce qui est arrivé, puisque au sorti de cette discussion avec les acteurs du secteur privé, les acteurs du secteur privé ont décidé d'accompagner le gouvernement dans ces mesures d'ajustement. Voilà. Élisée Boulogba, avant Isabelle Vauvor et ensuite Alain Toussaint. Ok, je crois que c'est une attitude responsable de rencontrer les acteurs
du secteur privé qui, eux, en réalité, sont les plus grands consommateurs en termes d'énergie et d'électricité, qui certainement vont subir le coût de cette hausse tarifaire-là. Donc, c'était assez responsable d'échanger avec eux. Ce que je note, en tout cas, au terme de ces échanges-là, c'est déjà l'engagement pris par ces opérateurs économiques, par ces grandes entreprises-là, d'essayer d'accompagner également le gouvernement, parce que la mesure prise, je me souviens encore de l'intervention de M. Doumbia, qui est le président de la commission énergie et environnement au niveau de la CEGESI, c'est-à-dire la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui disait qu'ils ont quand même en mémoire les appuis que le gouvernement leur a apportés lorsqu'on était dans la crise de la Covid, et puis également suite à tout ce qu'on sait avec la crise russo-ukrainienne, ils ont bénéficié quand même d'un appui de l'État. Et ils pensent qu'ensemble avec l'État, ils ont cette responsabilité-là de veiller à ce que la société fonctionne vraiment de la meilleure des manières. Donc, eux aussi, à s'aligner sur cette mesure, ils pensent qu'ils pourront, d'un commun accord, trouver des solutions idoines. C'est ce qui a justifié même la mise en place d'un comité de concertation qui était gouvernement, secteur privé, pour qu'ensemble, ils essaient de juguler les éventuelles incidences qui pourraient survenir suite à cette mesure-là. Exactement. Ouais. Voilà, donc je crois que c'est une bonne dynamique. Mais une chose est certaine, moi je pense qu'il faut souvent avoir aussi faut avoir le discours vrai, un langage de vérité. Il ne faut pas flatter les Ivoiriens. On ne peut pas dire que cette situation passera par perte ou profit ou bien qu'il n'y aura aucune augmentation. C'est impossible. Forcément, il y aura une incidence. Maintenant, c'est de voir comment on jauge cette incidence de sorte qu'elle n'ait pas un impact assez néfaste sur le pouvoir d'achat des populations. Ouais. Sinon, forcément, quelqu'un doit payer la facture. Et celui qui doit payer la facture, je pense que c'est l'ensemble des populations, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui doivent payer la facture. Ça, mais je vais noter, vous évoquiez tout à l'heure ce point, mais le ministre Souleymane Diassoba, donc, dans son intervention, évoquait le fait que, c'est pas qu'il n'y aurait pas, mais c'est un réajustement qui aurait donc un impact assez faible, par exemple, sur les prix de sortie d'usine des secteurs d'activité à grande consommation. Voilà. Très bien. C'est exactement ce que je dis. Oui, alors Daouda et Élisée l'ont dit tout à l'heure, je veux dire, on a un gouvernement qui est responsable. En revanche, moi, je trouve que le gouvernement a été plutôt dans la réaction. Ils ont d'abord annoncé l'augmentation du coût de l'électricité avant de venir parler donc des conséquences. Il aurait fallu, dans une approche coopérative interministérielle, que les deux ministères, c'est-à-dire le ministère du pétrole, de l'énergie et le ministère du commerce, se mettent ensemble pour faire cette conférence de presse-là, pour annoncer donc l'augmentation du coût de l'électricité et en même temps parler donc de l'impact que ça peut avoir sur les différents produits de grande consommation. En revanche, ce que moi je salue, c'est donc la sortie du ministre Souleymane Diassoba sur l'impact donc que cette augmentation pourrait avoir sur l'industrie productive et à la fois sur les consommateurs. Il faudrait qu'on regarde, bien entendu, les produits de grande consommation qui ne vont pas avoir d'impact en tant que tel, mais par exemple sur des produits comme l'huile, par exemple, l'impact serait équivalent à 0,01%. Donc c'est à voir. Très bien. J'ai Alain avant Daouda. Enfin, moi, je suis un peu surpris de vous entendre tenir ce discours. Qu'est-ce que c'est? C'est un chat. Un chat. Ben, appelons un chat un chat. Hein? C'est une augmentation. Oui, Alors, vous parlez oui. d'ajustement. Pourquoi vous utilisez un langage qui est comme une sorte de cosmétique? Il y a une augmentation de l'électricité qui va toucher le secteur économique. Voilà. 11%, ce n'est pas, rien, ouais. le chiffre en valeur absolue qui est important. C'est ce que produisent ces personnes-là qui interpellent. Et moi, je salue l'initiative du gouvernement. C'est bien intéressant. Mais au final, qui paiera la facture? C'est le consommateur. Et ça, on l'a dit, et Isabelle l'a rappelé tout à l'heure. Donc, quand le consommateur paye plus cher le produit qu'il payait à un coût donné, cela veut dire que cette situation va impacter son pouvoir d'achat. Donc, on ne peut pas dire, on s'arrange, que le gouvernement trouve une solution avec les industriels et personne n'entend parler des consommateurs. Pourquoi ne pas avoir rencontré les associations de consommateurs pour savoir exactement les mesures d'accompagnement? Parce que tout à l'heure, vous vous rappeliez, et à juste titre d'ailleurs, les efforts faits par le gouvernement pendant la COVID. Le Covid. Très, très intéressant. Je pense que c'était vraiment un support nécessaire. Mais à cette période-là, qui a soutenu la population qui, elle, devait continuer de payer au même prix, voire même plus, un certain nombre de produits. Donc, je pense qu'effectivement, il y a comme une sorte de deux poids, deux mesures. Et il faudrait peut-être envisager des mesures d'accompagnement. Ou alors, demander à ce que les prix ne changent pas. Parce que quand on nous dit qu'il y aura une légère variation, mais légère variation, c'est une augmentation. Voilà.
Isabelle a parlé de 0,01%. Moi, je ne suis pas vraiment certain de ce chiffre-là parce que jusqu'à présent, on ne peut pas quantifier l'impact que cette situation aura sur la réalité des prix qui seront affichés dans le commerce. Ce sont des prévisions. Après, reste à voir en fait à l'application ce qui va être fait. Mais moi, je suis quand même surpris quand Isabelle dit que les acteurs du secteur privé n'ont pas été prévenus. Pour rappel, pour ceux qui lisent beaucoup la presse, dans le nouveau réveil, M. Brendoumi avait parlé d'une augmentation de 20%, parce que dans cet article, il annonçait que le gouvernement avait approché les acteurs du secteur privé pour leur dire si on devait augmenter, quel serait l'impact de cette augmentation sur le portefeuille du consommateur final. Il y a eu ça, justement. C'est pour dire que officieux. Est-ce qu'officiellement... N'empêche, que la démarche soit officieuse ou officielle, au moins, c'est un gouvernement responsable qui va à la rencontre de ces acteurs-là. Après, l'augmentation a eu lieu. Finalement, au lieu de 20%, on se retrouve à 15%. C'est échelonné. Donc, finalement, c'est 11% de la population qui va payer cela. Moi, je veux dire, c'est assez responsable, c'est assez clair. Maintenant, le fait qu'ils viennent discuter, ils mettent un comité en place pour en discuter, ça veut dire qu'ils prennent en compte réellement le portefeuille du consommateur final. C'est important. Mais sinon, le consommateur final, justement. Ce que vous dites, moi, je l'entends. Je veux dire, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je veux dire, sûrement, à ce niveau, peut-être, ils l'ont mal fait, mais au moins, il est mieux vaut tard que jamais. Certains estiment justement que ce comité-là travaille pour les consommateurs, d'autant plus que son objectif, c'est de lutter pour les intérêts des consommateurs en se disant, nous, on apporte notre contribution de sorte qu'il n'y ait peut-être pas, je lis ici, des augmentations anarchiques, de sorte qu'il n'y ait pas d'autres manœuvres pour pouvoir jouer sur le portefeuille des consommateurs. Et ce comité-là, c'est un peu son rôle, in fine. On avait tenu le même discours en ce qui concerne les boulangers, et qui ont fini finalement par rouler tout le monde dans la farine. Puisque mais après, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Oui, mais le prix du pain a quand même augmenté, ou alors le poids du pain qui est vendu à un prix. Nous avons reçu Madame Je vais Élysée sur la question avant de revenir. Moi, tout à l'heure, quand je parlais, j'ai évoqué le thème de il faut qu'on ait le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'on se voile la face ou qu'on raconte des discours policiers aux populations. Il faut dire une vérité. La Côte d'Ivoire fait partie du monde. La Côte d'Ivoire n'est pas extraite du monde. On sait tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Au nom de quoi, ou je dis bien au nom de quoi, nous, on devrait être exemptés d'une situation qui concerne l'entièreté du monde où les hausses sont enregistrées un peu partout. Au nom de quoi? Je pense que l'attitude d'un gouvernement, quand on est dans une phase pareille, c'est juste de dire effectivement qu'il y aura des hausses, mais comment on fait pour protéger de sorte que peut-être la marge ne soit pas de nature à impacter de façon insidieuse ou très négative le portefeuille du citoyen. C'est un peu ça en réalité, ce que vous dites également, c'est que le gouvernement, avant même les associations de consommateurs, le gouvernement est le premier protecteur des consommateurs. Non, pas que je ne suis même pas en train de défendre le gouvernement. Ce que je suis en train de dire, moi, je c'est son rôle d'ailleurs de défendre. Je m'adresse directement. C'est le rôle du gouvernement. Oui, mais je dis que je m'adresse même aux Ivoiriens. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui les Ivoiriens comprennent que le monde, la Côte d'Ivoire, là, ne vit pas en autarcie du monde. Il y a une réalité. Il faut qu'on ait le courage de le dire. La vie telle qu'elle est en train de partir. En Côte d'Ivoire, il y a 60 ans ou il y a 50 ans, on était 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 30 millions d'habitants. La superficie même du sol s'est réduite, s'est aménusée. Aujourd'hui, les conflits fonciers sont une réalité. Donc, on ne peut pas espérer rester dans un monde de 60 et puis gérer 2023. Ce n'est pas possible. L'idée où je veux arriver, je veux dire que les augmentations, la flambée des prix et autres, tout ça, c'est des choses auxquelles on doit pouvoir se préparer, mais en même temps, veiller à ce que le gouvernement tienne compte du pouvoir d'achat et accompagne ces augmentations. Alors, justement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si aujourd'hui la vie augmente et qu'elle prenne une certaine proportion. Il faut qu'au niveau, par exemple, des pouvoirs publics, on se dise, bon, comment est-ce qu'on compense ça? Si on ne peut pas empêcher, parce que la Côte d'Ivoire étant dans le monde, cette augmentation, mais comment est-ce que nous on rattrape derrière? Ok, on réduit les marges d'une part, mais on prend des mesures sociales pour pouvoir aider les populations à pouvoir supporter. Et ça vient de Élysée. Mais Élysée, la meilleure réponse à tout cela, c'est de vrais salaires qui permettent aux populations, aux travailleurs notamment, de vivre. Quand vous avez une inflation qui est à 7% et puis vous annoncez après que les salaires ont augmenté de 20%, en réalité,
c'est à peine 12 à 13% de gains. Oui, mais c'est une augmentation, allez. Oui. Il y a une amélioration. Mais ce n'est pas Ça s'appelle une augmentation. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui. C'est vrai, des efforts ont été faits au niveau du SMIC, mais j'estime que pour le niveau de vie en Côte d'Ivoire, les salaires sont quand même à des niveaux très bas pour un certain Monsieur Alain, nombre de nos moi je voulais vous compatriotes. dire pour rappel, depuis 1960 jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de revalorisation salariale en Côte d'Ivoire. Oui. C'est dernièrement. Mais est-ce que l'inflation était au même Non, niveau? permettez que je Est-ce que termine. l'inflation était au même niveau? Permettez au moins. Voilà. C'est depuis le 7 août qu'il y a une revalorisation salariale en Côte d'Ivoire ici, où les fonctionnaires ont reçu une augmentation. Quand tu fais le cumul de tout, on est pratiquement à 65 000 francs d'augmentation. Monsieur Daouda. Mais monsieur Alain, Bon, il d'accord, faut mais le Daouda, saluer. Vous donnez de la main non, gauche, d'accord. vous donnez de la main gauche et vous reprenez de la main droite. Non, moi, je c'est suis ce que pas ça veut dire. d'accord Parce que avec ça. quand l'inflation Bon, est à ok. 7 Mais ou parce que- 9%, ça veut dire que l'augmentation l'inflation, comme Élisée l'a dit, Je vois, s'il vous plaît, j'envoie un avis, L'inflation, Daouda, comme merci, Élisée j'envoie un autre avis sur la question. Isabelle, je vais vous entendre pour calmer un tout petit peu. Non, moi j'ai envie de dire que Mais le, le débat était passionnant. contexte, Monsieur, mais je comprends, on contexte- reviendra dessus, on va le garder. le contexte est évolutif, donc il faut comprendre qu'il y a donc une revalorisation des salaires. Et bien entendu, comme on est dans un contexte évolutif et qu'on a de grandes ambitions, il faut aussi, comment dirais-je, accepter qu'il y ait une hausse de prix au niveau donc des factures d'électricité. Alors, je fais le dernier tour de- Après, moi ma question à ce niveau-là, c'est de savoir, c'est encore un énième comité qui va être mis en place. Finalement, quel est le rôle du CNLVC dans ce dispositif-là? Est-ce que c'est un aveu d'échec du CNLVC ou alors c'est un comité qui va travailler de concert avec le CNLVC pour éviter justement cette hausse de prix-là? Mais Moi, la ça, je CNLVC, le que je- CNLVC qui aujourd'hui travaille plus sur les denrées alimentaires, mais lorsque le ministre Djarasouba parlait, il a dit que les denrées alimentaires n'étaient pas concernées. Le lait, le riz, comment on appelle ça, la viande et autres ne sont pas concernés. Mais il y a l'huile. On parle de... Oui, mais n'empêche. Parce Qui que fait là, partie on des est... denrées, Bon, de toute façon, le CNLVC fait partie du ministère du Dans Commerce. tout cas, donc, c'est du une coup- structure sous tutelle du ministère Du du commerce. Commerce. Donc, si le ministre prend le lead sur la question, ça ne veut pas dire que c'est un aveu Forcément, d'échec du J'ai l'impression CNLVC. que l'ensemble des services sont concernés. Moi- Élisée, je vous entends. Ok. Dernier tour de table sur la question. s'il vous plaît. Dernier tour de table. Moi, je pense que le problème, pour moi, ne se pose pas en termes de hausse ou en termes de mesures prises. Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas être dans un monde totalement parfait. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment laisser du lest quelque part et puis peut-être rattraper d'autres choses ici. C'est une réalité. Mais là où, pour moi, où l'enjeu est, c'est de veiller à la mise en application des dispositions et des mesures prises. C'est la chose la plus importante pour moi. Quand on dit aujourd'hui, par exemple, Qu'il n'y aura que 11% des personnes concernées, il faut que ce soit vraiment ces 11%. voilà. Et quand on dit, par exemple, qu'on doit prendre un certain nombre de mesures pour protéger les populations, notamment veiller à ce que les denrées de grande consommation ne soient pas impactées par cette situation, j'entends que les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions pour veiller à la mise en œuvre et à l'application de cette mesure. C'est-à-dire quoi? Envoyer donc les missions de contrôle de façon permanente et régulière sur les marchés et dans les centres dans les supermarchés pour veiller à ce qu'il n'y ait pas cette hausse. Parce que c'est là que finalement la mesure qu'on prend a toute son importance. Sinon, bien, c'est juste très de la bien. prendre. Et qu'après, derrière, il y a une difficulté à la mettre en pratique, mais il y a un problème. Alors, donc justement, on entame, hein, C'est ça. pour le dernier tour d'étape, la piste Moi, de en fait, solution. moi, la piste de solution, au-delà de ce que Élisée disait tout à l'heure, je veux dire, il faut aussi que les populations soient vigilantes. Ne nous asseyons pas pour attendre tout de l'État. À un moment, si vous constatez qu'il y a l'augmentation du prix dans X ou Y coin, il faut appeler. Pour Mais il y a dire, une application qui s'appelle le Voilà. contrôle citoyen qui C'est ça. permet justement Voilà. de comparer les prix. Et s'il y a des malversations, on peut dénoncer à travers cette application. Voilà. Donc il y a des mécanismes qui sont mis en place, Isabelle. il faut éprouver Oui, le tout système. à fait. Moi, j'aimerais vraiment aussi montrer l'engagement et surtout la responsabilité du gouvernement, parce que prendre une telle décision à quelques mois des élections comment dire, municipales et régionales, c'est quand même fort, parce qu'ils peuvent le payer aussi dans les urnes. Est-ce qu'ils ont eu le choix, à votre avis? J'ai envie de dire, ils auraient pu peut-être décaler cette décision-là à dans 3 mois, par exemple. Juste qui allait payer la facture finalement. juste après Ce n'était pas la Ce vie. serait de les l'hypocrisie, échéances. hein, vous Ce trouvez n'est pas? pas l'avis du FMI. Non, mais ils ont attendu depuis des années. Ils pouvaient encore décaler Qu'est-ce de qui 3 te dit mois. qu'ils ont entendu depuis des années? Allez, on Ça va fait un moment on que va c'était dans les terminer bacs. là-dessus. Ça fait un moment Voilà. que c'était dans les bacs, cette augmentation du prix de l'électricité, pour rappel. Et pour dire s'ils doivent se faire une bonne décision pour se faire harakiri, qu'ils la prennent, c'est qu'ils n'ont vraiment pas eu le choix aussi en même temps. Écoutez, on va juste prier que les industriels n'augmentent pas les prix. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et puis que ceux qui opèrent les contrôles inopinés dans les centres commerciaux fassent le travail. Mais je doute vraiment que les prix restent stables dans les semaines qui viennent. Bon, ils ont dit qu'ils allaient faire en sorte qu'à tous les coups, même s'il devait y avoir augmentation, ils allaient faire en sorte que ça soit très minime.
Voilà. Et quand même je une rappelle qu'il Oui, y a des 0,01%. mécanismes, mais je rappelle qu'il 0,01%. il existe des mécanismes. Si vous constatez qu'il y a des malversations, eh bien, vous avez la possibilité de dénoncer ces malversations à travers une application, je vous le rappelle, qui s'appelle le contrôle citoyen. Et vous avez une brigade de contrôle des prix, une brigade rapide. Malheureusement, le parent qui est au village n'a pas l'application. Non, mais il a d'autres mécanismes, mon cher Alain. Le Je code vous- USSD. On appellera le sous-préfet alors pour aller contrôler. Non, mais il y a des Non, numéros mais verts, Alain. je suis parfaitement d'avis avec toi. C'est aussi ça le rôle. Hein. Voilà, quand le pouvoir prend une décision au pouvoir central, il faut que quand même ces démembrements au niveau c'est ça, les voilà, représentants local du puissent président. prendre le relais. Donc c'est normal. Très bien. Bon, allez, les amis, on évoque un autre point et c'est avec une vidéo qu'on va entamer le deuxième point. Regardez la vidéo, elle concerne donc les pluies diluviennes. Et à Jean Folly, dans plusieurs quartiers, il y a de l'inondation régulièrement. On regarde. Nous sommes juste au carrefour mosquée de Jean Folly, précisément derrière l'église Christ-Roi. Après Saint-Exupéry, le quartier est inondé. Nous ne pouvons rien faire. Des familles en pleurs parce que des maisons sont remplies. Ils ont nulle part où aller, nulle part où dormir. Des maisons sont inondées. Nous avons nulle part où aller. Vraiment, nous vous supplions. Nous parlons à des cœurs, nous parlons à des personnes. Nous avons besoin d'aide. Nous crions au secours. Tous ceux qui verront la vidéo, ne restez pas immobiles parce que le quartier est rempli. Nous avons nulle part où dormir. Actuellement, même de là où nous vous parlons, nous ne savons même pas où mettre la tête. Je vous rassure, ce n'est pas la toute dernière série qui est diffusée sur Live TV, mais bien c'est bel et bien une réalité. Nous sommes en Côte d'Ivoire et les pluies font encore ce genre de dégâts. Messieurs, madame. Oui, moi, quand je vois cette vidéo, moi, ça me touche. Mais en même temps, je veux dire, le gouvernement a mené une campagne de sensibilisation à l'effet de demander à ces populations qui sont dans des zones à risque d'être délocalisées, mais ils sont quand même restés. Donc après, venir crier à l'aide alors qu'on vous a demandé de partir, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais est-ce que vous n'avez pas... Moi, sincèrement, je ne sais pas. Souvent, on a un peu l'impression qu'on est tous dans des zones à risque finalement. Hein. Non, pas au-delà forcément. du fait que certains soient dans des zones à risque. Parce qu'il y a des quartiers qui sont des quartiers Il y a dits des quartiers résidentiels qui sont résidentiels inondés. qui sont Donc, du ici coup, inondés du fait de l'incivisme des Ah, gens. ben voilà. Parce que il faut... Alain disait tout à l'heure, appelons un chat un chat. Moi, je dirais appelons un lion, de façon simple et claire. Quand on a des bouches de canalisation sur lesquelles on va s'asseoir, on construit, on veut faire du commerce, quand on boit son sachet d'eau et qu'on jette dans les mêmes bouches de canalisation, mais quand il pleut, où voulez-vous que l'eau de ruissellement puisse passer? C'est ça la véritable question. Parce que même si le pouvoir public vient pour curer les caniveaux, parce que c'est devenu une habitude, chaque année, on est assis en Côte d'Ivoire, chaque année, on assiste à la même situation. Mais moi, je veux dire, c'est une question de responsabilité partagée entre le gouvernement d'un côté, les collectivités d'un autre côté, mais les populations elles-mêmes. Parce que tu sais que la pluie arrive. D'autant plus que la Sodexam a annoncé ces grandes pluies, ces grandes inondations. Mais c'est de notre responsabilité, là où je vis, commençons à déboucher. On s'assoit, on attend. très bien. Bon, voilà. Je vais prendre notre avis sur la question. Élisée, ensuite Isabelle, peut-être. Bon, pour ceux qui connaissent quand même ce quartier, le quartier de Jean Folly, c'est dans la commune de Port-Boué. Hein. Vous verrez que c'est un quartier en termes de structuration qui n'est pas tout aussi structuré que ça. C'est des habitats, ou du moins des secteurs qui ont été colonisés, ça et là, bien évidemment, hein, avec certainement la complicité ou le laxisme des autorités municipales en son temps et des collectivités en son temps qui ont laissé les choses faire. Parce qu'une chose est de laisser les gens venir s'installer. Mais comme je le dis très souvent, les effets de la nature viendront tester si effectivement c'est nécessaire que ces populations s'installent là. Et c'est aujourd'hui ça la situation. Parce qu'il ne s'agit pas juste de bâtir des maisons et dire à des gens non, vous pouvez rester sur un terrain. Mais il faut viabiliser ces endroits-là. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de voie de canalisation de ces eaux. Pour ceux qui connaissent ces quartiers-là, en saison sèche, allez vous y balader. Vous voyez comment les maisons sont construites, comment les ruelles même ont du mal même à être de façon claire et dessinée. C'est difficile. C'est-à-dire qu'on a laissé les choses faire, on a laissé les gens venir s'installer, on n'a pas pu interpeller. Peut-être pour des raisons qui sont propres à ceux-là qui en son temps là ont laissé les choses faire. Mais aujourd'hui, voilà la situation face à laquelle on est. Et je crois que déjà, on va demander, ce qu'on peut faire, hein, moi je pense que c'est ça, c'est de déjà demander que et les pouvoirs publics et les collectivités locales se mettent ensemble pour essayer de trouver une solution à cette situation. Mais mieux, décide désormais de prendre des mesures pour ne plus qu'on se retrouve dans une telle situation. C'est-à-dire
veiller à ce que les gens ne colonisent pas des endroits de façon anarchique. Très bien, Ça, Lydie. c'est une réalité aussi. Isabelle, sur la question. L'essentiel a été dit. Je pense qu'il n'y a pas de véritable politique d'urbanisation en Côte d'Ivoire. Daouda parlait tout à l'heure. Non, Attendez, s'il vous plaît. C'était ça, Isabelle. Daouda parlait tout à l'heure d'incivisme, etc. Les gens qui jettent les ordures ça et là. Mais est-ce qu'il y a des poubelles, en fait, de part et d'autre Non, pour pouvoir jeter les Isabelle, c'est pas ordures? parce qu'on dit qu'il n'y a pas de poubelle. Moi, j'ai ma voiture. Quand je roule, quand j'ai de la saleté, je jette dans ma voiture. J'attends, j'arrive chez moi à la maison, je les sors. C'est une question de bon sens. Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement que les poubelles les déchets sont jetés dans la rue, c'est qu'il n'y a pas de canalisation. C'est le vrai Voilà. problème. Non, politique L'aménagement, d'urbanisation. c'est Oui, ça. elle existe peut-être, mais cette politique d'urbanisation, on peut ne pas être respectée aussi en même temps. Maintenant, j'imagine qu'une bonne part des personnes ou des maisons qui sont installées là n'ont peut-être pas les titres qu'il faut. Voilà, je ne pense pas que des maires responsables aient pu laisser se perpétuer un habitat qui était quasiment sur des territoires qui ne sont pas autorisés. C'est ça. Hier, Alain, sur nos pages des réseaux sociaux, je crois que c'est Clarisse Kahn ou en tout cas un de nos amis internautes qui disait « Oui, vous voulez que les gens, on les déloge, mais ils vont où ?» Oui, mais ça, c'est l'éternelle question. Vous savez. Je pense qu'ici, on ne pourra pas nous faire le procès d'être du côté de ceux qui expulsent les populations. Mais quand on observe quand même pour la énième fois les drames qui se produisent, on se dit, bon, finalement, il va falloir trouver des solutions durables, comme disait Edith hier ou avant-hier. Et je pense que les mairies, le district et d'autres, parce que la plupart des drames, au travers des images, se déroulent à Abidjan, doivent trouver une réponse à cette situation-là. Mais en fait, moi, au-delà de ce que... 30 secondes. 30 secondes rapidement. Mais il faut que le pouvoir public aussi, quand ils vont commencer à déguerpir certains lieux, les endroits à risque, il faut s'assurer derrière que ces endroits ne soient pas recolonisés. Il faut construire quelque chose parce que ça ne sert à rien de déguerpir des gens. Après, ils vont dire, on va aller où? Mais vous n'allez rien construire, mais finalement, ils vont revenir. Il faut s'assurer que les gens ne recolonisent pas ces points. C'était mon point sur la question. En 30 secondes. La nature a horreur du vide. Vous avez respecté votre Non, temps. C'est ça. Bon, en tout cas, on est déjà toujours très triste de voir ce genre d'image-là, de savoir qu'on a des frères et sœurs qui se retrouvent dans cette situation-là ou dans cette situation. On va leur dire notre traditionnel Yako. Et puis surtout interpeller les uns et les autres, l'ensemble des Ivoiriens et des populations, et même du gouvernement sur les bons actes, les bons réflexes, et surtout chacun sa responsabilité, chacun ses actions. Et nous serons en compagnie de M. Djibril Ouattara. Il est directeur général de MTN Côte d'Ivoire. Il sera en compagnie sur ce plateau-là pour, avec lui, évoquer la question de la responsabilité sociale de MTN. On en parle là tout de suite. Ça y est, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour la deuxième et dernière partie de notre rendez-vous. Ce soir, sur le plateau, il y a Élisée Bolugbo qui fête et célèbre son anniversaire. Happy birthday again. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, DG. Merci, DG. Il y a Daouda Sa Majesté Koulibaly qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Le 30 mai précisément. Isabelle Vauvor également il y a quelques jours. Oui, le 8 juin. Tout à fait. Et Alain Toussaint, dont on ne connaît pas la date d'anniversaire. Le 26 avril. Là. Il est né vert. Ah non, c'est déjà passé. 26 avril, c'est déjà passé. Oui, bien C'est sûr, très ok, tôt. bien sûr. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk, je vous l'annonçais, M. Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. le directeur. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Avec vous, je le disais, on évoquera entre autres l'implication sociale et les actions citoyennes de votre société. Et puis, bien évidemment, on évoquera aussi, je rassure nos téléspectateurs, la crise des data. Ah oui? Oui. Ah, je ne suis pas prévenu. Bah voilà, je suis désolé. Il fallait qu'on en parle. Déjà, avec vous, comment se porte MTN? Alors, MTN se porte plutôt bien. Nous continuons notre croissance et nous continuons à être très proches des communautés que nous servons. Et c'est important parce qu'on n'est pas seulement un opérateur de télécommunications. On croit qu'on a un rôle social et économique à jouer dans les pays où nous opérons. Et nous sommes contents de savoir que la population ivoirienne nous le rend bien. Moi, je ne vous cache pas que quand je vous entends comme ça, j'ai entendu il y a quelques semaines, je l'entends régulièrement, je vais dire, bon, aujourd'hui, je vous ai en face de façon concrète. Ce que vous dites là, comment ça se mesure, comment ça se voit, comment ça se perçoit, comment ça se touche sur le terrain? Ce que je dis au sujet de la proximité avec les populations ivoiriennes peut se mesurer. Simplement, je dirais récemment, vous savez, le festival de musique le plus important, en tout cas en Afrique subsaharienne, est le FEMUA. Ça a été une occasion fantastique d'échange avec nos communautés, avec les jeunes de ce pays, à Bouaké et à Abidjan. Ça a été un moment de rencontre avec les artistes internationaux et les artistes nationaux également.
nous avons été parfaitement impliqués dans cette approche. Ce que je dis, je me réfère aussi à la tournée de Miss Côte d'Ivoire. Nous avons tourné avec la caravane de Miss Côte d'Ivoire dans 12 régions de la Côte d'Ivoire. C'est plus d'1 million, voire 1,5 million de personnes que nous rencontrons. Vous savez, c'est l'événement majeur dans les chefs-lieux de région quand nous partons. Nous allons avec une caravane, avec des artistes. Nous touchons directement les acteurs de notre secteur qui font la distribution. Nous faisons des concerts. Moi, j'étais Monsieur le directeur, pardonnez-moi de vous interrompre encore une fois, mais là, mes téléspectateurs ou ma voisine, elle va dire oui, tout ça, mais ça, c'est amusement. Mais de façon concrète, au-delà de ce qui est dans le divertissement, est-ce que vous avez d'autres actions, par exemple? Parce que je sais que vous appréciez peut-être en parler. Non, vous parliez de la proximité qu'on a avec les communautés. Je pense qu'au cours de ces événements, on sent cette proximité. Mais maintenant, en ce qui concerne aussi notre action, dans le cadre de notre activité, de connecter les gens, de connecter socialement et de connecter les activités, je peux vous assurer qu'entre la fin de l'année dernière et cette année, nous avons mis ce qu'on appelle la couverture en milieu rural. Nous avons mis 150 nouvelles localités qui n'étaient pas du tout couvertes par le réseau. À l'époque, lorsque les villages avaient accès à de l'eau potable ou à l'électricité, c'était la joie. Mais aujourd'hui, je peux vous montrer des vidéos, c'est des grandes joies de voir que dans des localités de seulement 500 personnes, on arrive à assurer la connectivité et que ces personnes-là sont capables d'avoir accès à des réseaux sociaux, à communiquer avec leurs parents au-delà donc de leur village. Ça aussi, c'est une action. On peut prendre des nouvelles des parents, on peut intervenir en leur faisant parvenir de l'argent. Donc, concrètement, aujourd'hui, je pense que MTN, on parle de responsabilité sociétale. Nous avons eu une pandémie en Côte d'Ivoire ici qui a frappé le monde. La Côte d'Ivoire n'a pas été en marge. Qu'est-ce que MTN a fait concrètement pour apporter son soutien à l'État, son soutien aux collectivités dont vous êtes si proches? Qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que j'étais sur ce plateau à l'occasion de notre initiative que nous avions appelée Yellow Up à l'époque. D'abord, dès que la pandémie a commencé, en Côte d'Ivoire, ce que nous avons fait, c'est que nous avons supporté le gouvernement de façon diverse, je dirais. La chose la plus significative dont je me souviens d'ailleurs, c'est que nous avons mis à la disposition du CNS donc, un outil qui permettait de suivre les flux de déplacement des populations et on pouvait identifier. Le CNS, c'est le Conseil national de sécurité. Absolument. Quelqu'un qui arrivait cela pouvait permettre, au travers des flux de déplacement, au travers de l'intelligence des données que nous pouvons collecter, on pouvait tracer en fait la propagation de la pandémie. Ça, c'est l'outil, en fait, c'était un outil révolutionnaire que nous avons mis à la disposition donc, des autorités. Mais au-delà de ça, nous avons supporté les sapeurs-pompiers, nous avons supporté le ministère de la Santé avec des actions qui étaient bien, bien précises. Au fil du temps, lorsqu'il y a eu donc la découverte du vaccin, nous avons pris une initiative panafricaine. Nous avons été la première organisation privée à fournir à l'Union africaine des doses de vaccins pour l'ensemble des personnels de santé dans tous les pays africains. Et la Côte d'Ivoire aussi a eu sa part. Alors, le fond de la question de Brice précédemment, c'était justement au niveau social. Vous avez une fondation. Comment se positionne-t-elle au cœur de votre dispositif de proximité avec la population? Oui, évidemment, nous avons au cœur de notre stratégie cette dimension que nous appelons donc environnement, social et gouvernance, avant même d'arriver à la fondation. Et donc, nous pensons, en tant qu'entreprise africaine, parce que vous le savez, MTN est une entreprise africaine, nous avons notre ancrage en Afrique. Donc, nous pensons que nous comprenons les problématiques des pays africains. Donc, nous pensons que nous devons être des partenaires des États-nations que nous servons. Donc, cette politique de l'ESG est au cœur de notre stratégie que nous appelons Ambition 2025. Et au cœur de cette politique sociale, nous supportons les communautés au travers des actions qui consistent, par exemple, à développer les compétences des jeunes. Récemment, nous avons fini avec une cohorte de jeunes dans ce qu'on appelait la MTN Academy. C'est des jeunes qui sont formés
à des nouveaux métiers dans le digital. Et très bientôt, avec le ministère de la Jeunesse, nous allons lancer une grosse initiative qu'on a appelée Digital Skill Academy. Sur cette année, ne serait-ce que cette année, nous allons former 1000 jeunes aux nouveaux métiers du futur. Et dans l'espace de 3 ans, nous allons former 5000 jeunes pour embrasser de nouveaux métiers, pour leur donner l'opportunité de s'insérer socialement dans un tissu économique et pour pouvoir générer des revenus pour leur communauté. Déjà aujourd'hui, nos pays, les défis pour nos pays sont des défis d'éducation, des défis de santé, des défis de digitalisation. Et de l'emploi aussi, je rajouterais. De l'emploi, oui. Je pense que sur l'aspect digital, vous êtes déjà très bien avancé. Ça, on peut le dire. Mais sur l'aspect social, notamment et éducatif et santé, quelles sont les actions menées par MTN dans ce sens? Et ces secteurs-là représentent combien de pourcents dans le portefeuille en termes de responsabilité sociétale pour MTN? Alors, la deuxième question, le deuxième volet de la question d'Alain parlait donc de la Fondation. La Fondation est une structure qui est décorrélée du fonctionnement normal de MTN en tant qu'entreprise privée. Ok. Mais le financement de la Fondation se fait avec les bénéfices que nous générons. C'est donc une volonté de nos actionnaires de dédier 1% des bénéfices que l'entreprise fait pour soutenir cet aspect. Et ce que vous dites est très approprié. Vous parlez d'éducation et vous parlez de digital. Et nous, en tant qu'acteurs du digital, nous comprenons cette problématique et nous trouvons justement qu'il faut une meilleure adéquation, il faut intervenir davantage dans la formation de nos jeunes afin de leur inculquer plus de notions dans le digital. Il y a, depuis plusieurs années, nous avons équipé des écoles primaires, nous avons équipé des collèges, nous avons équipé des universités en salles multimédia. Mais depuis 2 ans, nous avons complètement changé notre réflexion. Nous avions cette initiative probablement à un moment donné où il était difficile d'acquérir des outils informatiques. Maintenant que c'est très abordable, nous devons passer à une autre étape. Nous devons passer à une étape pour former une élite dans ce digital-là. Donc, nous avons commencé à déployer une série de ce qu'on appelle les Fab Labs dans le digital. Nous sommes rentrés en partenariat avec une université aux États-Unis qui s'appelle, c'est l'une des meilleures universités en termes de technologie, qui s'appelle Massachusetts Institute of Technology, qui a une fondation de Fab Lab. Et nous avons déployé une fondation Fab Lab qui rentre dans le réseau des Fab Labs de MIT à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Depuis le mois de janvier, il y a une cohorte d'étudiants qui prennent en ligne des classes directement avec MIT. Et nous avons mis là un Fab Lab d'une valeur de plus de 300 millions qui va permettre à ces jeunes ingénieurs, soit au travers de leur projet de fin d'études, soit avec des personnes extérieures, de concevoir des prototypes, des projets qui vont impacter la vie des Ivoiriens. Nous ne sommes pas arrêtés là. Je vous ai parlé nous allons former cette cohorte de jeunes avec le Digital Skills Academy, 9000, en tenant en compte le fait que désormais, il est possible d'avoir des formations à distance. Nous allons faire en sorte que ce programme ne touche pas que les enfants et les jeunes qui sont à Abidjan. Vous pouvez être à Odiéné, il suffira d'avoir un téléphone portable, un smartphone. Nous allons vous donner une connectivité gratuitement. Nous allons vous obliger à nous assurer l'assiduité à ces cours et vous avez un certain nombre de modules à assurer pour avoir un diplôme à la fin et qui va vous donner, nous pensons, après tous les benchmarks que nous avons effectués dans différents pays, que c'est les meilleures formations aujourd'hui qu'on peut donner dans le digital. Maintenant, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dit, nous avons fait, nous avons formé, c'est bien. Mais techniquement, je sais qu'il y a quelques 2 ans ou 3 ans, à la suite de la Covid, vos 16 jours d'action citoyenne qu'on suivait, moi je le suivais bien, ça avait été arrêté. Est-ce qu'on le reprend maintenant? Maintenant, deuxième question. Tous ces 9 000, ces 10 000 jeunes que vous avez formés,
est-ce qu'il y a un suivi, évaluation pour voir réellement, est-ce que ces jeunes-là sont vraiment insérés dans le tissu social quand on sait que le chômage aujourd'hui en Côte d'Ivoire est en train de devenir endémique? Il y a trop de questions là pour moi. En fait, 2 seulement. Non, il y en a 3. 2. D'abord, vous parlez de nos journées citoyennes. D'accord. Il s'agit de 21 jours. Maintenant, Ah, ça a toujours été 21 jours. mais ça 3 va semaines. s'arrêter. Ah, exactement. Avec la pandémie, nous avions arrêté ce qu'on appelle donc les 21 jours d'action citoyenne à MTN. La philosophie de ces 3 semaines d'action, c'est de dire que, voilà, je vous l'ai dit tantôt, nous avons une politique ESG, sociale, très claire, très prononcée. Nous avons nos actionnaires qui ont décidé de donner une partie de leurs revenus pour soutenir les communautés. Nous, en tant qu'employés, en tant que collaborateurs de MTN, quelle est notre part, quelle est notre action auprès de ces communautés? Donc, depuis 16 ans, à MTN, on a décidé que chaque année, les 3 premières semaines du mois de juin, nous allons partir dans des communautés et nous impliquer individuellement pour pouvoir contribuer, pour donner de notre temps. Parce que vous savez, je suis convaincu, je crois personnellement au bénévolat. Je crois à cette solidarité des Africains. Dans nos traditions, on s'entraidait, on allait à tour de rôle dans des champs pour aider les autres communautés. Donc, je pense que l'humain a envie de donner. Peut-être que pour nos activités, pour les contraintes de qualité de vie, je dis souvent, à Abidjan, entre le temps que vous devez aller au travail, très tôt et venir le soir, vous n'avez même pas le temps d'aller aider les jeunes dans une activité. Ouais. Vous pourrez avoir, par exemple, une troupe de théâtre que vous pouvez encadrer, Brice. Voilà. Et donc, nous, on dit, OK, on va donner l'opportunité à nos collaborateurs d'aller faire cela en juin. Et cette année, nous avons repris avec notre activité de 21 jours d'action citoyenne. Et c'est où? Yellow Cœur. Je pense d'ailleurs que c'est à ce titre que j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui? Ça a commencé donc le 1er juin. 1er juin. Et nous allons terminer le 21 juin. Et quels sont les projets à l'intérieur? Alors, sans oublier la deuxième question. Alors, et cela, je n'avais pas fini de répondre à la question en ce qui concerne la problématique de l'insertion des jeunes. Donc, nous avons pensé que, vous savez, dans le passé, on est intervenu, on a construit, on allait construire des écoles, des hôpitaux, souvent en tout cas des parties d'écoles ou d'hôpitaux. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où nous pensons qu'il faut intervenir significativement en Afrique pour aider les entrepreneurs à de la croissance. Donc, cette année, notre thématique, c'est comment nous allons supporter des jeunes, des femmes, et quand elles sont jeunes et femmes, c'est bien d'ailleurs, pour contribuer à plus de croissance entrepreneur pour leur activité, pour faire en sorte que cette croissance-là puisse générer des emplois. Et de façon ultime, ces emplois vont contribuer à améliorer les conditions de vie des communautés que nous allons toucher. Cette année, nous avons 3 projets. Ce matin, d'ailleurs, j'étais à Azito, où il y a une coopérative de femmes qui, depuis des années, les grandes mères ont commencé, et ça a été transmis de mère en fille, qui se lèvent tous les jours à 4 heures du matin et qui produisent de la tiéké dans des conditions qui sont un peu difficiles. Nous essayons de les encadrer pour dire, vous pouvez faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez non seulement améliorer votre outil de production actuel, mais vous pouvez travailler pour avoir une marque à vous. Vous pouvez travailler pour introduire plus de technologie dans vos process. Vous pouvez travailler pour avoir plus d'innovation dans les produits que vous allez faire. Et vous pouvez travailler pour utiliser le digital pour vous vendre au-delà de juste Azito. Et je parie qu'il y a une des mamans ou des grands-mamans qui a dû vous dire, tout ça c'est bien, mais comment vous nous aidez, vous? Comment nous les aidons? D'abord, nous finançons une partie du rééquipement. Très bien. Ensuite, nous pensons qu'il faut les former. Il faut les former à des techniques. Il faut faire en sorte que les jeunes filles qui sont avec elles, qui sont éduquées, comprennent qu'il est possible de construire une entreprise. Nous avons dit aujourd'hui très clairement, ce que nous souhaitons, c'est que demain vous soyez organisés en entreprise et que lorsqu'on va venir ici dans 5 ans, nous puissions avoir une usine avec une structure de paye qui est claire et que
demain, vous puissiez exporter votre marque d'Atiké aux États-Unis. C'est l'ambition et nous allons vous les accompagner, pas seulement au cours de ces 21 jours, mais au-delà de ces 21 jours, parce qu'une passerelle est créée et nous allons les mettre en contact avec les personnes appropriées pour pouvoir les aider. Monsieur le DG, si on peut parler rapidement business avant la fin de l'émission, la crise des data, qu'est-ce que vous en retenez? Quelles sont les décisions que vous avez prises? Deuxième volet de ma question, sur la portabilité du numéro qui permettait à un abonné MTN de le garder s'il allait chez un concurrent et vice-versa. Où est-ce qu'on en est? Alors, la portabilité des numéros existe bel et bien, continue d'exister. Tous les jours, on a des sollicitations, surtout dans le monde des entreprises, dans le milieu des entreprises. Nous, on a réussi à faire porter en une seule nuit, en moins de 30 minutes, 600 numéros d'une entreprise, d'une grande entreprise de la place sans difficulté. Et si vous voulez changer d'opérateur, de carrière aujourd'hui, il n'y a aucun problème, ceci est possible. Il n'y a plus de réticence parce qu'il semble qu'il y a non, il n'y a plus de certains opérateurs qui étaient réticents. Non, je pense que non. Je pense que la machine a mis probablement quelques temps avant d'être rodée. Je connais mes confrères, je pense qu'on travaille en parfaite Je peux quitter le concurrent pour venir chez vous, par exemple. Ah oui. Là, il est tout content. Je pense que ce serait le bon choix. Très bien. La deuxième question, c'est en rapport avec la crise des data. Qu'est-ce que vous retenez? Quelle leçon et quel geste avez-vous posé? Vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez entendu des plaintes, des complaintes des Ivoiriens, de vos abonnés. Il y a eu tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Vous en avez certainement souffert également, enfin j'espère, pour ressentir la douleur des autres. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Non, c'est sûr, nous en avons souffert terriblement, à MTN en particulier. Et je pense à tous mes collaborateurs aujourd'hui qui s'attellent tous les jours à satisfaire nos utilisateurs. Je pense à toutes ces personnes-là, avec tous les efforts que nous faisons auprès de la communauté, qui ont mal vécu cette période. Parce que je pense que c'est des personnes engagées, des personnes qui croient en l'avenir de ce pays et qui s'investissent non seulement pour une activité commerciale, mais une activité sociale aussi. À MTN, nous y croyons fortement. Évidemment, lorsqu'on sort d'une telle épreuve, on en tire les conséquences. Mais je peux vous assurer que pour répondre à cette question, ma tâche est facile ce soir. Vous savez, avant que je ne sois votre invité maintenant, on parlait de l'augmentation de quoi? On parlait de l'augmentation de l'électricité. On dit souvent, et Alain le sait très bien, s'il y a des secteurs stratégiques dans un pays, il y a bien l'électricité, l'eau, le téléphone, qui sont des catalyseurs de l'économie de façon générale. Et vous voyez comment l'augmentation de l'électricité est en train de se faire avec une communication, avec une pédagogie très claire. Je peux vous assurer que l'augmentation qui avait été proposée voulait répondre à peu près aux mêmes problématiques. Le ministre l'a dit lui-même, non seulement sur le plateau de télé, mais également à la sortie du Conseil des ministres, que des secteurs peuvent être déséquilibrés, sans qu'on ne se l'aperçoive. Et il est important de prendre des mesures d'ajustement pour faire que ces secteurs soient équilibrés. Je pense que ceux qui ont pris des décisions pour ce dont vous parlez, c'est dans cet esprit. Faire en sorte que le secteur soit équilibré, continue de générer suffisamment de revenus pour son développement. Parce que la demande augmente énormément. La demande augmente, il faut augmenter les capacités. Les technologies s'améliorent également. On pense souvent, par exemple, que typiquement, les investissements s'arrêtent pour un opérateur. Mais tel n'est pas le cas. Parce que nos investissements vont dans 3 directions. Premièrement, même lorsque vous vous rappelez ce qu'on appelle la 2G, c'est juste appeler. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui existent qui ne font que ça. Donc, il faut garder cette technologie. Non seulement il faut garder cette technologie, mais ensuite, il faut la renouveler parce que, comme vous le savez, vos téléphones durent 5 ans. C'est la même chose pour les équipements. Très bien. Tout à fait. En parlant de 2G, etc., début 2022, vous avez fait donc les tests
pour lancer la 5G. L'annonce avait été faite que la 5G allait être effective en janvier 2023. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et surtout, quand on sait que la CAN va se dérouler l'année prochaine et tous les téléspectateurs ont besoin donc de vivre cette CAN-là pleinement dans le digital, dans la connectivité, etc. Voilà. C'est une excellente question et ça ne me surprend pas que ça vienne de vous. Merci pour nous. On est un peu bêtes ici. Bien sûr. Je pense que ce qu'il faut savoir, et souvent on l'oublie, n'est pas l'opérateur qui le veut. En fait, nous sommes dans un secteur d'activité qui est régulé. Ça veut dire que vous avez, si aujourd'hui vous voulez faire un magasin dans un marché, il n'y a pas de problème, vous allez vous le faire. Mais un opérateur de télécommunication utilise des ressources rares de l'État qu'on appelle des fréquences. Et l'État aussi attribue ce qu'on appelle une licence qui est payée par la suite, par l'opérateur pour pouvoir exercer. Il ne peut pas avoir de lancement d'une nouvelle technologie sans que l'État décide que ce soit ainsi. Donc, nous avons fait les tests parce que nous avons eu l'autorisation d'utiliser des fréquences temporellement. Mais pour passer maintenant à la phase commerciale, cela nécessite qu'on ait des fréquences qui puissent être attribuées de façon définitive et qu'on s'accorde sur quelles devront être les obligations de couverture. Nous en discussion avec le régulateur, par exemple. Absolument. Il faut que tout cet environnement réglementaire soit bien ficelé et pour qu'on puisse le... C'est ce que nous attendons. Ce sera effectif pour la CAN, vous pensez? Je ne peux pas répondre. Moi, je suis dans un secteur, j'exécute une politique gouvernementale. C'est ça. Voilà. J'exécute une politique gouvernementale. Et vous espérez que ça se passe pour le... Je peux vous assurer que je suis prêt pour le faire pour la CAN. Mais vous avez oublié de répondre à une seule question. Laquelle? Les 9000 jeunes que vous avez insérés, suivi, évaluation, juste le terrain. Alors, vous voyez, je pense que notre rôle est souvent exagéré. Nous sommes un opérateur d'abord de télécommunications. Vous facilitez la vie. C'est ça. Au passage, nous formons des jeunes. Nous le faisons principalement avec un certain nombre d'organisations et d'organismes. Simplon, par exemple, nous travaillons avec Simplon, mais eux, ils ont cette capacité à suivre les jeunes et à les intégrer. Quand on regarde les cohortes qu'ils forment, ils arrivent à les intégrer. C'est pour ça que nous continuons notre collaboration avec eux. N'exagérons pas sur le rôle des opérateurs. C'est pour ça que ça va dans tout, je pense. Notre mandat, comme je peux le dire, en tout cas, ce qu'on nous demande, c'est vous donner de la connectivité, tout ce qui est la téléphonie, mais tout effectivement, notre rôle est un peu plus large en Afrique parce que nous pensons qu'il y a du vide à combler. Et nous essayons de le faire, notamment en s'appuyant sur un certain nombre de partenaires. Alors, rapidement, monsieur le DG, après un démarrage difficile, l'argent mobile, en tout cas, a conquis les Ivoiriens, mais en même temps, la criminalité s'est développée. Comment est-ce que vous sécurisez les bénéficiaires des comptes Orange? Je suis désolé, là, vous avez 30 secondes pour la réponse à cette question. Voilà. Comment est-ce que vous sécurisez l'argent mobile? Je dirais que ce n'est pas seulement pour le mobile money. La cybercriminalité existe même pour tout ce qui est financier. Vous allez recevoir des alertes des banques sur des mécanismes et ils sont très imaginatifs. En effet, nous travaillons avec les autorités en place. Nous mettons aussi beaucoup de moyens pour acheter des outils de plus en plus robustes pour identifier ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire les comportements d'arnaqueurs pour essayer. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est des attitudes individuelles. On doit arrêter d'être greedy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cette capacité d'être naïf et de croire qu'on peut gagner de l'argent facilement. Merci, monsieur le directeur général. Merci à vous. Je suis obligé de partir speed. On vous retrouve demain sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.